Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour partager des moments inspirants, des bonnes pratiques, et prendre une bonne dose de caféine, mais pas que, de bon matin, tous les mardis matins dans le groupe Facebook privé Rassemblimo, mais également sur la chaîne YouTube Sébastien Tedesco. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro avec quelqu'un que je suis depuis quelques temps sur les réseaux sociaux et même pour la petite histoire, j'ai fait je crois, 2 stories ces derniers mois en vous demandant quelles étaient les personnalités que vous aimeriez que j'interviewe sur cette chaîne YouTube et dans ce groupe Facebook privé. Et à 2 reprises, le nom de Charline était revenu. Donc, ce n'est pas pour rien, pour la petite histoire, que Charline est là ce matin. Charline, est-ce que tu peux te présenter pour les agents immobiliers qui nous regardent ou nous écoutent? Bien sûr, merci beaucoup Sébastien de m'inviter, ça me fait très plaisir d'être là. Et puis bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Charline Caron et je suis consultante en images et coach en prise de parole en public. Et en effet, parmi mes clients, j'ai des indépendants agents immobiliers. Donc, tu vois, le monde est bien fait. Voilà, c'est pas Hein, un c'est hasard. ça? Charline, est-ce que tu peux, pour redonner un peu de contexte aussi aux différents sujets qu'on va aborder, et je sais qu'ils seront particulièrement inspirants pour les conseillers qui nous écoutent, nous redonner un peu de contexte sur ton parcours, ce qui t'a mené du coup à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai un métier un petit peu atypique, un positionnement un peu surprenant. Et c'est vraiment mon parcours qui a fait que j'atterris ici aujourd'hui, où je conseille les personnes à mieux s'exprimer. Je les aide vraiment à être à l'aise à l'oral, être à l'aise en rendez-vous, que ce soit rendez-vous commercial, que ce soit même pour des conférences, maîtriser leur image professionnelle, être aligné de l'intérieur à l'extérieur. Et puis finalement aussi maîtriser la petite voix dans la tête qui parfois nous fait perdre confiance en nous. Et c'est vraiment ce parcours, on va dire, atypique qui a fait que maintenant je fais ce métier. Ok. Alors, rapidement, si tu veux, j'ai eu des gros soucis de santé à partir de 14-15 ans qui ont fait que 10 ans après, à l'âge de 25 ans, je n'étais pas en capacité d'être salariée ou d'avoir un travail classique comme je m'étais imaginé. Donc, c'est là où j'ai vraiment un côté kamikaze qui m'a aidé. On en parlait tout à l'heure en off, le côté je passe à l'action. De toute façon, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Et je me Ouais. suis dit, si je ne peux pas avoir un travail classique, allons-y, je vais créer mon propre travail, je vais devenir entrepreneuse. Ok. Au départ, je n'ai pas du tout fait ce métier-là. J'avais l'idée de faire une entreprise de robes de mariée sur mesure avec du conseil en images. Ok. Je me suis lancée dans l'aventure. J'ai découvert le monde du business, voilà, toute cette grande aventure. Et j'ai été confrontée à un vrai problème. C'est que je sortais d'un cocon et il fallait que je vende des robes à 2 000 € Hmm. avec un énorme syndrome de l'imposteur, aucune expérience, j'avais pas de connaissances techniques, commerciales, etc. Donc, j'ai appris sur le terrain. Et petit à petit, on comprend que l'image a son importance, sa façon de se tenir face aux clients, comment être crédible. Et tout ça, je l'ai appris comme ça au fur et à mesure. Je peux te couper à ce stade? Bien sûr. Il y a ça m'amène à plein de questions, notamment deux là, qui me viennent tout de suite. La première, c'est dans ce choix d'entreprendre à 25 ans. Est-ce que tu crois que quelque part, pour des raisons diverses et variées, il faut être dos au mur pour prendre son destin en main? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de, finalement, quand c'est confort, c'est beaucoup plus compliqué de se remettre en question, alors que quand les choix s'imposent à nous, et dans mon cas aussi, dans mon parcours entrepreneurial, la décision, elle s'est aussi finalement presque imposée à moi. Est-ce que Ouais. tu vois beaucoup ça dans les gens que tu accompagnes? Je pense que oui, parce que c'est un peu, dans mon cas, c'était l'énergie de la survie. Ok. C'était dans tous les cas, j'ai pas d'autre choix que de me jeter à l'eau et de réussir. Alors réussir, voilà, après, on voit quel Bien temps sûr. ça prend, etc. Mais si j'avais pas eu ces problèmes de santé qui m'empêchaient d'avoir un parcours classique, je me serais jamais posé la question. En tout cas, je me serais pas dit que c'était pour moi. Là, quelque part, j'ai fait un hold-up. J'ai dit, j'ai pas d'autre solution, donc je vais devenir entrepreneuse, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Ok. Vraiment, il y a le côté je saute dans le vide parce que j'ai pas d'autre choix, quoi. Et quand on se lance dans son activité, tu t'as parlé tout de suite de crédibilité sur la vente, etc. Pour les conseillers immobiliers qui débutent, il y en a beaucoup. Et alors, on considère que jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, les gens me disent qu'ils débutent. Bon, il faut savoir que vu le turnover dans la profession, même au bout d'1 an ou 1 an et demi, tu es déjà un dinosaure. Pas le Ouais. même que celui qu'il y a derrière là, mais tu es un dinosaure quand même. Mais comment est-ce qu'on, c'est une question qu'on me pose souvent, comment est-ce qu'on
comment est-ce qu'on est crédible? Comment est-ce qu'on se perçoit comme étant crédible lorsqu'on débute dans une activité et qu'on se retrouve en clientèle, puisque là, en plus, tu parlais de vente. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. La première des choses, qui est vraiment une des plus importantes pour moi, c'est le niveau de la posture, parce qu'on sait que la communication non verbale, tout ce qui est corporel, ça a un impact tout de suite sur l'interlocuteur, et puis c'est vraiment au niveau inconscient, puisque ça nous rappelle des schémas, on va dire primitifs, est-ce que la personne est menaçante ou pas. Donc on a cette lecture en une fraction de seconde, et notre interlocuteur va savoir où on se positionne en termes de confiance en soi, est-ce qu'on se sent légitime ou pas. Donc déjà, le travail de la posture, il est certain. Parce que si on débute et qu'on montre qu'on débute et qu'on n'a pas confiance en nous, déjà, c'est mort d'entrée. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que l'énergie et l'émotion, tout ce qui est humain, en fait, même si ça paraît un peu gnangnan parfois, quand il y a des personnes qui sont très techniques, compétences techniques, il n'y a rien à faire. L'émotion et faire passer un moment agréable à la personne, tu marques des points directs. C'est hyper puissant. Donc, c'est intéressant ce que tu dis là. Ça veut dire que finalement, tu positionnes le sujet de la crédibilité sur un angle qui n'est plus un angle de l'expertise, mais qui est déjà un angle de qu'est-ce que je renvoie finalement à mon interlocuteur. Ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est rassurant pour les gens qui débutent. Ah bah oui, parce que ça signifie que même si tu n'as pas énormément d'expérience, si tu es bon en présence, que tu es présent physiquement et psychologiquement, tu peux avoir des résultats bien plus élevés que quelqu'un qui a les compétences techniques ou l'expérience, mais qui n'arrive pas à communiquer, qui n'arrive pas à avoir ce côté voilà, relationnel, quoi. Surtout dans notre cas où les projets qu'on accompagne sont parmi les plus importants d'une vie et on sait très bien que ça se joue au niveau de la confiance dans notre interlocuteur, bien plus que sur le champ de l'expertise. Donc, j'imagine que l'enjeu est encore plus fort du coup quand. Et c'est très drôle que tu parles de robe de mariée parce que dans certaines formations, dans certaines conférences, je dis que l'immobilier, c'est faire de la vente en situation émotionnelle complexe. Et un jour, et je disais que il y a quasiment pas d'équivalent d'autres métiers où on œuvre dans un champ aussi émotionnellement complexe. Et je donnais une formation un jour et j'avais deux femmes autour de la table qui travaillaient ensemble dans une boutique de vente de robes de mariée et qui justement m'ont dit la vente de robes de mariée en termes de situation émotionnelle complexe, c'est aussi un vrai sujet. Ah, c'est costaud. Franchement, je me dis d'avoir commencé par ça quelque part, c'est très formateur, ouais, en effet. Qu'est-ce qui s'est passé du coup après cette expérience du coup, comment elle s'est terminée et sur quoi Ouais, eh ça. bien, au bout de 3 ans, si tu veux, ça fonctionnait, je m'en sortais, j'avais des clientes et j'ai commencé à être submergée parce que j'avais fait ce projet pour me sentir libre, tu vois, entrepreneuse, etc. Je peux gérer mes problèmes de santé comme je veux, etc. Et finalement, bah, comme je n'avais pas d'expérience et que clairement, je ne savais pas où j'allais, j'y allais, hein, mais je ne savais pas où j'allais, je me suis retrouvée bloquée dans ma propre prison avec énormément de responsabilités sur les épaules, une pression 24 heures sur 24, des mariés justement qui pètent des plombs même quand il n'y a pas de raison, parce que c'est très fort émotionnellement. Donc les messages à 23 heures, les appels le dimanche, les problèmes de couture, de stock, de tissu, enfin, c'était trop. Et à ce moment-là, j'ai eu le grand bonheur d'être enceinte, ce qui était un peu miraculeux pour moi. Et là, dans ma tête, j'ai switché et j'ai dit, en fait, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais le faire, mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et ça a été terrible pour mon entourage parce que je les avais embarqués dans l'aventure. Hein, c'était... Puis d'un coup, j'aurais dit, vous savez quoi, j'arrête tout. Quoi? Mais non, mais tu peux pas arrêter. Attends, maintenant ça fonctionne, ça marche, t'es connu sur la région. Ouais, mais je peux pas, je peux plus. Je peux plus. Et donc là, ça a été encore une fois une situation de néant total. Je Okay. savais que je voulais plus continuer, mais je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et j'avais plus aucune idée. Donc, malheureusement, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de chômage. En tout cas, à l'époque, il n'y avait rien de prévu. Donc, j'ai pouponné avec mon bébé, j'ai bouffé tout ce que j'avais gagné. Et à un moment donné, j'avais toujours pas d'idée, pas l'énergie. Voilà, je ne savais pas ce que j'allais faire et il fallait payer les factures. Donc, je suis allée faire un travail qu'on appelle alimentaire, mais qui était passionnant finalement. J'ai été hôtesse d'accueil. Ouais. Hôtesse d'accueil en entreprise. Puis après, je suis montée dans les étages, je suis devenue chargée de clientèle dans un centre d'affaires. Et donc, j'étais toujours voilà, en premier, en front. Et du coup, je voyais les gens arriver. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais ils sont quand même pas super à l'aise, les gens. Ils sont stressés quand ils viennent bosser. Puis je voyais ceux qui venaient en entretien d'embauche. Ça se voyait sur leur corps qu'ils n'étaient pas bien. Et j'ai fait le parallèle avec tout ce que j'avais dû apprendre, moi, pour vendre mes robes de mariée. Et le conseil en image sur lequel je m'étais formée, parce que mon concept, c'était avec du conseil en image. Ouais.
Finalement, l'idée a fait son chemin et je dis, mais oui, en fait, je crois qu'il y a un truc à faire. Je pense, et tu vois, au niveau de mon accueil, c'est comme si j'avais envie de coacher les gens, tu vois, presque. Je dis, non, mais t'inquiète pas, redresse-toi, respire, ça va aller, tu vois. Et là, bah, ça y est, mon idée de business, elle est là et c'est bon. Ça y est, un chemin qui se prépare. Alors avant que que tu nous expliques, tu nous détailles cette idée de business et la suite, pour revenir sur l'histoire de la prison qu'on se crée soi-même, hein, je pense que ça résonne chez beaucoup, chez moi en tout cas, et chez d'autres entrepreneurs, c'est cette idée de dire, je quitte, pareil pour certains, le salariat, etc., avec des ambitions d'indépendance, de liberté, chacun met le mot qu'il veut derrière, et puis je me lance dans une activité hyper passionnante et je ne me rends pas toujours compte, bon, je me suis rendu compte rapidement, mais tout le monde n'a pas cette chance-là, qu'on passe de prisonnier de l'entreprise de quelqu'un à prisonnier de sa propre boîte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider à prévenir ça, à anticiper pour pas justement tomber dans la roue du hamster? Alors là, on n'a pas parlé de burn-out, mais quelque part, c'est ça qui se joue derrière. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à prévenir ça? Moi, je prends toujours la jauge du stress, en fait. Et à un moment donné, et pendant le confinement, ça m'a fait énormément réfléchir parce que tout était à l'arrêt. Et, et j'avais toujours un fond de stress. Je me suis dit, là, ma cocotte, si tu as un fond de stress alors qu'il n'y a pas de raison, c'est que tu gères mal les trucs. Et je me suis vraiment remise en question et te dire, mais dans quel état j'ai envie d'être dans ce nouveau projet où je suis, voilà, je suis actrice, c'est moi qui décide, mes contrats, mes clients, c'est mon business. Dans quel état émotionnel, dans quel état j'ai envie d'être le matin quand je me réveille? Et là, finalement, bah, on ne peut pas se mentir. Parce que le mec qui dit, ouais, j'ai mon business, bah, j'adore, parce que moi, c'est moi qui gère, je me sens libre. Mais si tu te sens libre et que tu as 18 de tension et que tu dors 2 heures par nuit et que tu pètes les plombs dans ta famille, avec ta femme et tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu n'es pas si libre que ça, quoi. Et finalement, j'ai arrêté de jauger avec le chiffre d'affaires ou ce genre de choses, un peu le truc à la compétition. Et je me suis vraiment dit au quotidien, si je veux me sentir libre en tant qu'entrepreneuse, il faut que ce soit le kiff, quoi. Que ce soit... Est-ce qu'il y a quelque chose autour de, et puis comme ça va nous permettre de venir à ton activité, mais est-ce qu'il y a quelque chose autour de, moi, ce que je dis beaucoup aux conseillers, conseillères que j'accompagne, c'est que il faut savoir se créer ses propres contraintes. C'est-à-dire que, et déterminer finalement, euh, pour être très clair, je vais parler de mon cas, mais je fixe à l'agenda mes propres contraintes, mais celles qui font que je suis connecté avec la mission qui est la mienne et les choix que j'ai faits. C'est-à-dire que j'emmène mes enfants à l'école le matin, 17h30, je plie bagage, je vais faire une partie de Uno. Les vacances, voilà, elles sont bookées longtemps à l'avance, comme ça, il n'y a pas de questions à se poser. Je me crée mes propres contraintes et après, à nous d'être créatifs, parce que dans la contrainte, on est capable de l'être, pour développer une entreprise avec des contraintes. Si ta contrainte, c'est de bosser que 30 heures par semaine, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas déployer ton entreprise avec un haut niveau d'ambition, c'est juste que ça demande d'être un peu plus créatif. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de ça? Yes, carrément, ouais. Parce que pareil, à un moment donné, je me suis dit, mais je voyais mon planning, ça devenait, mais c'était blindé, je commençais à être épuisée. Je dis, mais oui, mais qui est responsable de ça? Ben, c'est moi en fait, c'est moi qui ai calé ces rendez-vous, c'est moi qui ai rajouté plein de choses. Pourquoi? Parce que, je pense qu'on va en parler, tous ces trucs un peu sous-jacents, inconscients, parce que si je ne les cale pas là et que je décale à la semaine suivante, je vais commencer à culpabiliser, à me dire que je vais peut-être échouer parce que je ne travaille pas assez. Et il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment inconscients et un peu vicieux, qui nous emmènent dans des comportements qui ne sont pas bons pour nous, quoi. Donc, c'est aussi le travail de se dire, OK, relax, tu gères, tu es en contrôle, ça c'est important, mais ce n'est pas non plus urgent, donc je peux le décaler. Oui, spontanément, j'aurais envie de faire toute ma to-do list tout de suite, tout faire pour pouvoir me dire ça y est, j'ai fini. Comme quand je pars de mon travail, quand je suis salarié, voilà, je rentre chez moi, j'y pense plus. Mais c'est une autre façon de penser, je pense, quand tu es entrepreneur, tu dois garder le sang-froid et gérer, être dans la gestion et le contrôle. Parlons-en, tiens, ce truc, c'est notre approche quand on est entrepreneur. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit que quand tu es entrepreneur, en fait, tu as une petite voix dans ta tête tout le temps, jour et nuit. La petite voix, elle peut être, la petite musique, elle peut être mélodieuse, hein, elle ne peut pas forcément être, tu vois, mais je ne sais pas si ça fera écho pour des gens qui nous écoutent, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Tu parlais de salarié, ta journée, elle est finie, tu n'y penses plus. Quand tu es entrepreneur, de mon point de vue, c'est impossible de ne Ouais. plus y penser. Ça ne veut pas dire que ça stresse, hein, c'est juste que c'est la petite voix. Ça, tu le vis aussi, et chez toi et les gens que tu accompagnes. Ouais, et c'est vrai qu'il y a des moments où c'était trop, en fait. Cette petite voix, elle prenait trop de place. Et finalement, c'est aussi ça, apprendre à dompter cette petite voix
pour parfois la faire taire. Tu dis, bah non, en fait, là, c'est dimanche, je suis en famille, à un moment donné, peut-être ce soir, je me cale un créneau parce que j'ai besoin de faire un truc, voilà. Savoir la faire taire et aussi savoir l'apprivoiser pour qu'elle soit bienveillante. Parce que moi, finalement, quand je discute avec des personnes qui me disent oui, mais du coup, tu travailles H24, en fait, tu peux pas, vu que c'est toi, ton truc. Puis alors, quand c'est digital, bah, ton téléphone, tu l'as tout le temps avec toi. Mais c'est aussi pour ça que c'est hyper important de se mettre des contraintes qui nous conviennent, comme tu disais, parce que du coup, bah, cette voix, elle est bienveillante, on fait équipe avec cette petite voix. Et au lieu d'avoir des injonctions comme ah, il faut que tu fasses ça, ah, oh là, tu vas être en retard, c'est tiens, attention, il faudrait peut-être anticiper là-dessus, ou tiens, et pourquoi pas ça? Et puis là, on commence à avoir des idées, à être créatif parce qu'on se sent bien, donc bizarrement, on a des super idées. Hôtesse d'accueil, spécialiste du conseil en image qui a envie de coacher des gens, Ouais. ça donne quoi du coup? Ça donne que je me disais, bon, alors oui, tiens, ça va rejoindre notre sujet parce que je suis allée chercher un CDI surtout pour avoir facilement un crédit immobilier. Ok. Parce que, parce que aussi, quand tu es entrepreneur, tu as aussi les besoins de la famille. Bon, ce serait bien qu'on achète. Bon, avec mon statut, si j'avais un CDI, bon, et puis le temps de trouver une autre idée. Donc, j'avais mon 35 heures bien rangé. Bon, rien de passionnant dans ce métier-là, mais sur le plan humain, c'était passionnant. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, il faut que je développe un truc. Donc, j'ai tout fait en parallèle. J'avais mon 35 heures. Et bah, je me formais, parce que je me suis formée du coup à la synergologie, donc la science des gestes, à tout ce qui est corporel et communication non verbale, parce que je voyais les gens passer, je voyais bien que le vêtement ne faisait pas tout, il y avait la gestuelle, la posture, je me suis formée à ça. Et puis j'ai eu l'occasion de faire de la PNL avec un de mes clients, donc voilà, ça a fait son chemin. Et puis j'ai voulu me développer sur Internet, mais j'avais zéro compétence technique en web marketing. Donc j'ai fait des formations aussi pour ça. Et donc ce que je faisais, c'est que j'étais vraiment en mode bulldozer. J'arrivais au travail, je commençais à 8 heures. Donc j'arrivais à 7 heures. De 7 à 8, j'étais sur mon poste de travail à bûcher mes formations. Okay. Pendant ma pause déjeuner, pareil. Et le soir, quand ma fille dormait, bah, de 22 à minuit. Voilà. Donc pendant un an, c'était costaud. Jusqu'à bah, finalement développer de plus en plus, faire mes coachings le week-end, poser des jours de congé, faire des conférences le soir. Et puis à un moment donné, bah, je suis partie, j'ai acheté mon appartement et du coup, j'ai dit salut. Ok. Mais je pense que c'est une des premières avec qui j'échange de ce sujet-là. On parle beaucoup on doit avoir des aspirations similaires sur Internet, etc. Et on entend beaucoup dire mais tu peux quand même développer ton activité en parallèle de ton CDI pour faire le switch, tu vois, petit à petit te développer, puis être plus à l'aise au moment de se lancer, etc. J'ai une copine entrepreneuse Charlotte, qui développe Postadem et donc avec un projet, avec une formation qui s'appelle Side Project. Donc vraiment cette idée de développer un projet en parallèle. Mais j'ai jamais vraiment vu d'exécution réussie de ce truc-là, parce qu'elle demande, elle demande quoi d'ailleurs? De faire ça? Ouais, ça demande quoi? Alors, je pense qu'il y a un peu un côté où tu es un peu schizophrène parce que tu es dans ton travail, dans ton CDI, mais ta tête, elle n'est pas là. Clairement, tu sais que tu dis bonjour, tu travailles. Moi, je faisais des devis, j'étais standardiste, mais du coup, ben, être au SMIC, ça ne me pesait pas parce que pour moi, je n'étais plus là en fait. C'était un transitoire, c'était vraiment. Et donc, il y a un côté un peu où tu es là, mais tu n'es pas là. Et vraiment, ce qui est important et ce qui est vraiment une plus-value de faire ça, c'est que du coup, quand tu fais des ventes, moi j'avais des prospects au téléphone pour faire le fameux closing, quoi, ben, j'avais pas de pression parce que du coup, je puais pas le vendeur, tu vois, tu vois, parce que moi, de toute façon, j'avais mon salaire et j'allais partir dans 6 mois, je savais pas vraiment, mais la personne, elle prend pas, je suis pas en danger, elle prend, tant mieux. Et encore que j'allais être débordée de devoir faire le coaching. Donc, du coup, ça m'a vraiment mise en posture de je ne suis pas le vendeur parce que je ne suis pas dans le besoin. Donc, ça m'a vraiment aidé à faire des ventes pour démarrer. On en parlait tout à l'heure en off de cette histoire de la pénurie et à quel point finalement ça impacte notre rapport au business et à la vente quand on est dans cet état d'esprit de manque. Ceux qui me suivent, vous savez, je parle souvent de cette étude qui dit pourquoi les pauvres prennent de mauvaises décisions. C'est vraiment quand cette pénurie finalement nous oblige à prendre des décisions à court terme, donc qui quelque part viennent nourrir une gratification immédiate, alors que c'est la gratification reportée qui est susceptible de nous emmener là où on veut aller. Donc, toi, tu as vraiment ressenti que c'était ça, c'était pas de pression, pas de manque finalement, quelque part, et donc au niveau de l'impact que ça avait sur ton closing était fort. Ouais.
Alors après, c'est sûr que j'étais pressée de quitter ce boulot et de faire que ça à plein temps. Mais le fait de ne pas être pressée, parce que souvent on le voit même sur le web, hein, devenir riche en 3 mois, 10 000 € par mois, en 30 jours, enfin c'est des trucs. La capacité de se dire, bah voilà, je suis sur le chemin, je suis en train d'engendrer de l'expérience, il y a des choses qui demandent du temps et voilà, je suis en train, donc tout va bien. Parce qu'il y a vraiment ce côté course à avoir le plus gros chiffre d'affaires, à tout de suite pouvoir dire officiellement, ça y est, j'ai réussi. Mais non, je pense que vraiment avoir conscience que c'est un travail, c'est des fondations qu'on est en train de faire. Et autant sur l'expérience terrain technique que sur l'état d'esprit, il faut du temps pour que les choses mûrissent, quoi. Donc aujourd'hui, ton activité? Alors aujourd'hui, alors c'est incroyable parce que si tu veux, moi à la base j'ai un BTS esthétique, donc voilà, le syndrome de l'imposteur par rapport à mes clients, il est quand même. Okay. Enfin, au début, il aurait pu être costaud parce que j'ai des gens qui ont fait Saint-Cyr, j'ai des grands dirigeants de groupes internationaux, donc je dis moi je suis qui, la petite esthéticienne du départ, tu vois. Et finalement là, je suis devenue prof de communication dans des écoles de commerce. D'accord. Et alors quand j'arrive face à une classe, alors moi j'ai jamais fait d'école de commerce, je dis qu'est-ce que je fous là? Mais bon, comme quoi. Et cette idée de prise de parole en public, ce qui est assez dingue, c'est que j'avais jamais pris la parole en public. J'avais appris du coup à faire des ventes comme ça. Et puis je me suis dit, bah, tiens, pour développer mon business, il faudrait que j'ai plus de visibilité. Donc quoi de mieux que d'aller à des soirées un peu réseautage, networking, et proposer que je fasse l'intervention, parce que tu as souvent un intervenant, tu vois, sur un thème ou une conférence. Donc c'est là mon côté un petit peu kamikaze qui m'a vraiment aidé dans mon parcours, c'est que j'avais jamais pris la parole en public et puis je donnais ma carte. Voilà, si vous voulez une intervention sur comment réussir sa première impression. Au bout d'un moment, bah, on a commencé à me dire oui. Et donc je me suis dit, bon, bah, il faut que j'apprenne à faire des slides, à faire une présentation. Et j'y suis encore allée sur le terrain et j'ai accumulé les expériences d'intervention, que ce soit dans les réseaux d'affaires, dans les écoles supérieures. Et petit à petit, ben, des prospects m'ont demandé que ben, je les coach en prise de parole. Donc pareil, au début, tu te dis, mais attends, moi, j'ai pas de diplôme. Enfin, oui, mais bon, tu sais faire, tu fais des conférences, tu es maîtresse de cérémonie devant 300 personnes, donc tu sais faire, tu peux nous apprendre. Bon, bah allons-y. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, ça se construit. Mais je sais ce que les conseillers et conseillères qui sont en train de nous écouter se disent, c'est que, OK, le côté kamikaze, je saute de la falaise et puis je construis mon parachute dans la descente, hein, c'est ça l'idée. Hein. Euh, sur quel ressort on s'appuie finalement? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça se travaille? Tu vois, ce passage à l'action, sans peur, sans crainte? Alors, je ne dirais pas que c'est sans peur, hein, parce que franchement, il y a des fois, je suis morte de trouille, tu vois, surtout quand c'est la première fois que je le fais. Et des fois, je me dis, mais je suis complètement dingue, pourquoi je fais ça? Et tout de suite, je me reconnecte à ce que je veux à long terme. Et je me dis, bah, de toute façon, c'est simple. Si tu veux vraiment ça, si tu veux atteindre le niveau que tu as, tu vois, tu te reconnectes un peu à l'image que tu as quand tu te fais un panneau, un peu, un vision board, tout ça. Et tu dis, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Eh ben, vas-y. C'est un peu comme quand tu fais un régime et que tu te mets au sport et que tu as la flemme d'aller au sport et tu te dis, bah oui, mais tu veux quoi? Bon, bah allez, go, je prends mon sac de sport, j'y vais. Bah là, c'est pareil. Tu es là, ah, j'ai peur, oui, mais vas-y. Et après, il y a d'autres moyens. Moi, je me motive en me disant, bon, on va aller ce soir c'est apéro, ce soir je fêterai ça et je l'aurais bien mérité. Et voilà, et là, je me mets un grand coup et j'y vais, quoi. Tu te, tu te fais coacher du coup, ça à l'époque déjà ou... Alors, au début, c'était plus des formations. Parce que tu D'accord. sais, j'avais dans l'idée qu'il fallait que je montre que j'ai bien une formation, que je suis bien légitime. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, on s'en foutait. Et plus je donnais de l'importance aux formations, plus on me demandait quelles étaient mes formations. Et quand j'ai commencé à me dire, mais en fait, on s'en fout, ce qui compte, c'est mes compétences. Est-ce que je suis bonne, est-ce que je suis compétente pour les aider et les faire avancer? Oui, bon, bah, du coup, plus personne ne m'a plus jamais posé cette question. Et là, clairement, je suis coachée, j'ai un mentor et j'ai plusieurs, d'ailleurs, j'ai même dire plusieurs mentors sur vraiment la dimension entrepreneur. D'accord. Parce que passer à l'action, faire le kamikaze, ok, ça marche, mais la vision entrepreneur, c'est quelque chose que je ne connais pas et je n'ai pas d'entrepreneur autour de moi. Et là, j'avais vraiment besoin d'un guide. Donc c'est important d'être entouré de ses pairs. Ah ouais, c'est indispensable. Tu peux nous en dire deux mots?
Ouais, parce que la famille, ok, ils sont là, ils nous soutiennent, mais à un moment donné, nous, on a l'impression que tout est, notre business est partout, tout le temps, mais eux, ils ont aussi leur truc à gérer, ils ont leur boulot, ils ont leur petit truc émotionnel aussi, donc on ne peut pas tout le temps leur demander d'être là. Et à un moment donné, quand on évolue, bah, il y a des choses qu'on connaît, qui nous paraissent normales, faciles, et finalement, il y a un peu un écart qui se crée avec la famille, parce qu'ils ne sont pas dans notre business. Et au bout d'un moment, on se sent isolé, en fait. Et quand tout va bien, à la limite, ça va, mais en général, on sait qu'on a toujours des challenges au quotidien. Et avoir une équipe ou des personnes plus expérimentées, qui ont du recul, sur lesquelles on peut compter, ça n'a pas de prix. Surtout en termes de vision, parce que parfois tu dis, ouais, bah, je vais faire ça, ou je vais mettre telle stratégie sur les 6 mois, et puis tu discutes avec un mec qui a un peu plus de bouteilles, et puis tu dis, bah, ouais, mais là, tu crois pas que tu as un peu de déperdition d'énergie, ou que tu es peut-être faudrait que tu sois peut-être plus focus sur les trucs qui te rapportent. Qu'est-ce qui te rapporte en vrai à l'heure actuelle? Attends, je sais pas, moi je suis dans tous les sens, j'en sais rien. Ah bah oui, bah tiens, ouais. Et ça Ouais. permet vraiment d'être plus efficace, quoi. Je sors de 3 jours là, de rencontres justement de ce type, hein, avec d'autres entrepreneurs. Et ce qui est aussi très utile, c'est, moi je les vois tous les trimestres, c'est un miroir en fait. C'est-à-dire que on a tendance à dévaloriser ce qu'on fait ou à avoir l'impression que c'est naturel, que c'est simple, etc. L'évolution, comme on est toujours si on est vraiment un vrai entrepreneur, on est toujours 3 coups plus loin. Donc en fait, on ne savoure jamais vraiment ce qui est en train de se passer. Et dans le regard des autres, on voit notre croissance, on voit notre évolution, on voit quand les gens t'ont vu évoluer depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 9 mois. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix pour le coup. Ouais. Et je pense qu'aussi l'effet miroir, c'est parce que quand j'ai des clients en coaching individuel, je me rends compte que quand il y a des reconversions professionnelles, c'est comme si on enlevait toutes les soft skills, tu sais, tout ce que les personnes ont Mmh. développé pendant leur première activité et qu'on était focalisé sur, ah bah maintenant je suis dans l'immobilier, donc je suis zéro, je suis nul, je sais pas faire. Ouais, mais si ça fait 10 ans, 15 ans que tu faisais notre activité, tu as forcément développé des compétences. Et ces compétences-là, elles se ressentent dans ta nouvelle mission. Et donc, tu pars pas de zéro, en fait. Mais c'est vrai qu'on a tendance à chaque fois hop, bah non, ça, c'est pas important, bah ça, oui, mais ça compte pas. Ah, mais si, la personne qui te rencontre pour la première fois, elle le sent, elle le voit, c'est bien sûr que ça compte. Mmh. Pour les conseillers immobiliers qui nous écoutent sur la volonté d'avoir un discours impactant en rendez-vous, de faire une bonne impression, tu parlais de la première impression tout à l'heure. euh, Est-ce que tu as des tips pour les Ah oui. conseiller? Ouais, je pense que la première erreur, c'est d'être focalisé sur soi-même en se disant il faut que je dise les bonnes choses, il faut que je donne les bons arguments, il faut que je. Et vraiment, l'idée, c'est d'inverser ça, de s'oublier soi-même et d'observer, de regarder le client. En fait, il n'y a que lui qui compte. Parce que c'est vraiment comme de la vente pure où on va faire une découverte pour comprendre ce qui va toucher la personne et pour lui donner que ce qui va lui toucher et taper dans le mille plutôt que de balancer la même chose à tout le monde, ça ne sert à rien. Et de se dire, bah voilà, je vais arrêter de me stresser et d'être focalisé que sur moi. Est-ce que je suis crédible? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'articule bien? Est-ce que ma posture est bonne? Est-ce que moi? Et du moment qu'on est dans l'intention d'écouter l'autre et de le comprendre, déjà, ça change énormément de choses pour moi. Oui, puis si on parle de cerveau reptilien chez nos clients, etc., et surtout que dans l'immobilier, forcément, on va chez les gens, etc. Donc, on rentre vraiment très fort, très vite, très fort dans leur intimité. Ouais. Et donc, forcément, si on n'est pas dans cette dynamique-là, ça génère du rejet, en fait. Mm. C'est ça? Ouais, et c'est surtout que bah, la personne, il se crée rien, il n'y a pas de connexion émotionnelle parce que la personne se dit, bon, bah, c'est un agent immobilier qui vient faire son business, puis en plus souvent c'est un peu mal vu, cette profession, malheureusement c'est parfois difficile, il y a beaucoup de clichés, et donc il ne se passe rien. Et donc, voilà, ça reste plat. Alors que l'agent immobilier qui rentre chez toi et qui vraiment s'intéresse pour de vrai à ta vie, à tes besoins, pourquoi tu veux vendre, qu'est-ce qu'il y a derrière, et ben, d'un coup, le client se sent, enfin, le prospect se sent compris. Il dit, putain, mais oui, écoute, moi je veux Jérémy parce qu'il il a compris. Il a compris notre situation, il a compris que ça nous tenait à cœur de ça. Je sais qu'il va être avec nous de notre côté, il ne va pas nous faire un truc à l'envers parce qu'il a compris. Et dès qu'on se sent compris, on se sent écouté, bon, bah là, Comment on fait pour être parfaitement soi-même? Tu
tu vois, ça a l'air simple quand on dit ça, il faut être soi-même. Ouais. C'est plus facile d'être soi-même que d'être un autre, techniquement, mais pour Oui, mais autant, en vrai, on veut jouer le rôle de l'agent immobilier, on veut jouer le rôle du commercial, voilà, on se raconte un peu des histoires. Et ouais. comment est-ce qu'on fait pour pouvoir être parfaitement authentique et donc parfaitement unique? Alors, moi, il y a une question que je me pose, que je me suis posée à un moment donné, parce que pareil, c'est cette image d'entrepreneur, de consultant, machin. Et je me suis dit, ben, si j'avais dans la même pièce des membres de ma famille ou des proches et des clients, est-ce que je me comporterais de la même façon pour eux, tu vois? Ou est-ce que bah, ma famille serait choquée de me voir, me dit, mais on ne te reconnaît pas? Alors forcément, il y a une posture professionnelle, hein, où la famille a Mhm. moins l'habitude de nous voir. Mais est-ce que finalement, je change du tout au tout quand je suis à la maison et quand je suis face à mes clients? Ou est-ce que c'est relativement proche? C'est juste que je vais avoir un langage plus clean, voilà, je vais me tenir un peu mieux. Mais voilà, au niveau de mes traits de caractère, est-ce que c'est totalement opposé? Je suis deux personnes différentes ou est-ce que quand même c'est similaire, quoi? Est-ce que tu as d'autres astuces pour les conseillers immobiliers, pour les commerciaux en général? Ouais, alors c'est clair qu'il y en a plein. Comment on Je pense, comment on se, comment on se, comment est-ce qu'on prépare un rendez-vous? Comment est-ce qu'on se préconditionne? Comment est-ce qu'on, tu vois, j'y- quand bien même on essaie d'être soi-même, c'est pas pour autant qu'on improvise, forcément. Comment est-ce qu'on ouais. se prépare au mieux? Ouais, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de. Pour moi, l'improvisation, elle n'existe pas parce que soit c'est préparé et comme un homme politique qui va avoir un débat, il connaît les arguments de son adversaire, il connaît exactement ce qu'il va avoir. Et après, il y a très peu d'improvisation. Et les personnes qui sont capables de parler, bah, c'est que ça fait des années qu'elles prennent la parole, donc il y a des automatismes qui sortent et ça tombe jamais comme ça. Donc la préparation, elle est fondamentale, elle est essentielle. Mais je pense que pour prendre un point de départ, c'est de se dire, je vais me faciliter un maximum de choses. Je vais anticiper de quoi j'ai besoin en rendez-vous. Est-ce que j'ai besoin d'un carnet, d'un stylo? Comment je m'organise? Est-ce que j'ai besoin de mon chargeur pour ma tablette si c'est mon support? Au niveau vêtements, comment je vais m'habiller? En fait, c'est des détails vraiment, des petits détails, mais qui font toute la différence. Un exemple, je suis une femme, je porte un décolleté. Je suis pas hyper sûre de mon décolleté, j'ai peur qu'il se décale, mais il n'y a pas moyen de vérifier. Ben, pendant le rendez-vous, tu vois, ça va me parasiter. C'est vraiment des choses, des petits détails qui, quand ils sont tous maîtrisés, eh ben, on oublie tout et on se concentre que sur l'interaction. Et c'est comme ça qu'on peut s'oublier soi-même parce qu'on a été bien préparé, on sait ce qu'on a à dire, on sait comment ça va se développer. Et au moins, on peut observer, comprendre l'autre, capter ses émotions, voir ce qui est important pour lui, voir là où on a appuyé, là où il fait un rejet. Et voilà. Mais si de notre côté, c'est pas du tout maîtrisé, pas préparé, ben, on est tout le temps en train de se poser des questions sur soi-même et on est parasité. Est-ce que ça veut dire, parce que dans notre académie, on a des sessions de jeux de rôle, est-ce que ça veut dire qu'on faut s'entraîner? Oh oui, oh oui. Ouais, bah ouais, tu le sais, hein, comme moi, c'est plus tu es préparé, plus tu es entraîné. Moi, je leur dis, quand tu es à 200% en répétition, tu es à 60% sur scène, quoi, dans l'arène. Parce que tous les facteurs stress, les trucs imprévus, les trucs qui te déstabilisent. Et aussi, pour aller plus loin, un conseil vraiment pour se préparer, c'est tout ce qui est travail de visualisation. Je ne sais pas si ça te parle, Ouais. comme les athlètes ou les pilotes qui vont en amont fermer les yeux et un pilote ferait la course en fermant les yeux, bah là, on va pouvoir dérouler le rendez-vous. Même si on ne connaît pas la tête du client, on ne connaît pas comment c'est chez lui, se dire, bah voilà, là, j'arrive chez eux, je sonne à la porte, il me dit bonjour, je dis ça, je m'installe. Et ça permet de tracer la route, en tout cas dans le cerveau, de faire un premier chemin neuronal. Et ce qui se passe, c'est énorme sur l'impact du stress puisque au lieu d'arriver chez la personne et que ce soit une situation nouvelle, où le cerveau va être en état d'alerte, parce que lui, comme tu disais, le cerveau reptilien, il veut nous garder en vie, il a peur qu'il y ait un danger, et bien là, on l'aura tellement visualisé, on sera tellement entraîné en jeu de rôle, que pour le cerveau, c'est une situation connue. Pour lui, c'est peut-être la 50e fois qu'il fait ça, alors que pour nous, en vrai, c'est la première fois. Mais ça réduit tellement le stress que Bien sûr. c'est vraiment intéressant comme technique. Tu parlais tout à l'heure ce sera un de nos derniers gros sujets, je pense, avant de passer à nos trois petites questions de la fin, c'est toujours trop court. Mais tu parlais du vêtement tout à l'heure, et je sais Ouais. que tu as fait ce cheminement par le vêtement au départ. Mhm. Euh, c'est un sujet peut-être qui fâche dans la profession, je ne sais pas, mais la vieille école aurait tendance à penser qu'il y a une tenue
Chez l'agent IMO. Alors, chez les femmes, je ne sais pas trop ce que ça pourrait être, mais toi, chez les hommes, il faut forcément avoir une chemise, il faut forcément avoir plutôt des chaussures. Et on le voit de moins en moins dans la profession. J'imagine qu'on a un petit copain à la télé qui a aidé aussi quelque part à faire évoluer ce truc-là. Ouais. Comment je fais si j'ai cette image que c'est comme ça que je devrais m'habiller et que pour autant, ça ne me ressemble pas beaucoup? Okay. Alors, je pense que la première des choses, c'est ne jamais se sentir déguisé, parce que là, ça va tout fausser. On parlait d'authenticité, etc. Et donc, on va sentir, et là, ce ne sera pas quelque chose de réglé. Ça, je suis en costume, ouh là là, j'ai mis un costume aujourd'hui, donc on se tient, enfin, voilà, toute l'attitude est faussée. Et l'interlocuteur, il le sent, hein, du coup. Il dit, je sais pas, il y a un truc bizarre avec ce mec, je sais pas, j'ai pas le feeling. Non, mais c'est juste qu'il a mis un costume et que d'habitude, il est en t-shirt. Ça n'a rien à voir, en fait. Mais du coup, c'est raté. Je pense qu'aussi, il faut se poser la question de la clientèle et de la région. Si je vends des appartements haussmanniens ou si je suis dans un secteur rural, il faut que ce soit vraiment pertinent et que ce soit cohérent avec la situation, le contexte. Donc, trouver un équilibre, encore une fois, il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment entre moi, ce que j'aime en fonction de ma personnalité, ma clientèle et le secteur, la région, et puis aussi quelle est l'image, de quoi j'ai besoin, parce qu'une personne qui manque de crédibilité, c'est sûr que mettre une petite veste, tout de suite, ça va rehausser, ça va donner de l'importance aux épaules, et hop, en plus, ça va se tenir plus droite, donc ça peut aider. Mais une personne qui a l'air trop rigide, trop sévère, bah, si elle met un costume noir, c'est mort, ça va être pire. Donc, je pense que c'est vraiment en fonction des objectifs, de la personnalité et du contexte. Du contexte, super. Charline, je pose toujours 3 petites questions à la fin de chaque interview. Et encore une fois, mettez-nous en commentaire sous cette vidéo où que vous soyez en train de la consommer. On prendra le temps de vous répondre et d'interagir en tout cas sur vos questions, sur vos commentaires. Charline, c'est quoi ton rapport? Tu parlais tout à l'heure de projet d'acquisition à l'époque. C'est quoi ton rapport à titre perso au logement? Eh bien, je suis une heureuse propriétaire. Ouais. C'était important pour toi? Ouais, parce que ça fait partie des trucs, tu dis, ouais, ce serait bien, ce serait bien. Après, j'avoue que pendant, oui, émotionnellement, c'est costaud. Parce que c'est un choix. Alors, tu dis que c'est pas forcément à vie, mais tu en as pour un moment quand même. Et puis, le délai entre le crédit, la signature, le truc. Donc, c'est clair que, ouais, c'est pas rien, ça chamboule. Ça représente quoi pour toi? C'est quoi ton idéal? Le logement, il se joue quoi derrière l'idée du logement? Je pense que c'est le côté, le nid, c'est mon nid douillet, quoi. Tu vois, c'est le côté, je suis avec ma famille, on est bien, on fait les fous, on fait la fête, on est bien, on est bien chez soi. Et voilà, après, j'attache pas trop d'importance dans le sens où je me dis, moi, je me sens chez moi n'importe où, que ce soit à l'hôtel, en déplacement. Je me dis, tant que je suis là, donc tout est là quelque part. Donc après, c'est plus un terme pratique, tu vois, pas de vis-à-vis, ce genre de trucs, quoi. Ok, c'est cool. Qu'est-ce que tu attendais? Qu'est-ce que tu attends? D'un agent immobilier en un mot? Alors, en un mot, je dirais qu'il soit réglo. Dans le Ok. sens, si je peux développer, Ouais, vas-y, vas-y. que ce soit une personne réactive, mais dans le sens où je puisse lui faire confiance parce que c'est une personne, et ça c'est hyper important à mon sens, que si elle ne connaît pas la réponse, elle n'essaye pas de me faire des trucs je sens qu'il y a un loup, qu'il y a un truc qui me fait stresser, et qu'elle puisse me dire, parce qu'elle a confiance en elle, bah, écoute Charlie, je ne connais pas la réponse, mais je t'envoie un mail ce soir et je te donne les éléments. Parce qu'au moins je sens que voilà, c'est carré, il n'y a pas d'ambiguïté ou de truc où je me mets à douter de la personne. Je sais qu'elle voilà, elle est C'est sincère et c'est rassurant du coup. ouais. Ok. Est-ce que tu as une ressource pour les agents immo qui nous écoutent? Un livre, par exemple, ou un podcast? Alors, le plus puissant de mes ressources, parce que j'ai un livre, j'ai des podcasts, etc., mais vraiment, c'est ma chaîne YouTube, Ouais. puisque je publie minimum une vidéo par jour. Ok. Et là, on traite autant du langage non verbal, de la prise de parole, du rendez-vous commercial, des vêtements, du mindset. Donc là, ouais, il y a beaucoup de contenu là-dessus. Une vidéo par jour? Yes. Tu peux parce que je sais que c'est une question que se posent beaucoup des conseillers immobiliers du coup qui nous regardent. Comment est-ce que tu t'organises pour ça? Pour ça, pour enregistrer les vidéos, Ouais. je me fais en fait des sessions de tournage. Ouais. Je bloque une grosse demi-journée et je tourne 10 vidéos d'affilée. Ok. Donc tu as combien de séjours de demi-journée là? Une par mois, une par.
Ah non, du coup, là, c'est passé à une par semaine ou une tous les D'accord. 10 jours pour en avoir une par jour, du coup. Ouais, Et ouais. il y a vraiment un processus d'optimisation. Par exemple, mes vidéos, bah, j'ai appris à les faire en une seule prise. Je me force en tout cas à ne pas faire de coupures pour gagner du temps sur le montage. Et aussi gagner du temps quand j'ai 10 vidéos à tourner. Si je les refais 3-4 fois chacune, ça me fait 50 vidéos. Donc en termes d'énergie, je ne peux plus, quoi. Donc c'est aussi de se dire, bah, par rapport à mon contexte et moi, ma santé, je n'ai pas beaucoup d'énergie non plus, donc j'essaye d'optimiser au max. C'est de dire, bah, tiens, voilà, je fais à ma sauce en fait à chaque fois. Et ça fonctionne. Et tu acceptes que ça puisse être imparfait. Ah ouais, alors ça, le mieux est l'ennemi du bien, je me le répète tous les jours. Bon, on terminera là-dessus parce que je suis sûr que ça, voilà, je pense que c'est une bonne fin, c'est que les choses sont toujours parfaitement imparfaites. Et, les entrepreneurs l'ont bien compris, c'est que le but, c'est d'avancer, quoi. Rien n'est parfait, n'est jamais parfait, mais il faut avancer, quoi. Yes. Charline, merci infiniment pour ces 40 à 45 minutes qu'on vient de passer ensemble. Encore une fois, c'est toujours trop court. Mettez-nous un commentaire si cette interview vous a plu, vous a inspiré. Partagez-la le plus possible à tous les conseillers immobiliers à qui ça pourrait être utile, que vous soyez en train de la regarder dans le groupe Facebook privé Rassemblimo ou sur la chaîne YouTube. Voilà, faites-nous un petit coucou en commentaire et partagez-la au plus grand nombre. Ça nous fera grand plaisir avec Charline. Si vous voulez revoir Charline à une autre occasion, n'hésitez pas aussi à me le dire. Ce n'est pas parce qu'elle est venue une fois qu'elle ne pourra pas venir une deuxième, parce que je sais qu'on a encore plein de choses à creuser, plein de pépites à creuser. Donc, et je sais qu'elle viendra avec grand plaisir. Charline, merci beaucoup. Mais merci à toi, c'était un vrai plaisir. Je vous dis à très bientôt alors. C'était très chouette. Merci à tous. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo le mardi matin à 9h en live. À plus. Ciao.